Bonsoir. Bonsoir. Les événements que vous allez relater ce soir, Dominique, sont à l'origine du spiritualisme anglo-saxon et du spiritisme en France, c'est-à-dire des mouvements fondés sur la croyance en Dieu et la croyance en une communication possible avec les défunts. Mouvements qui se développèrent aux États-Unis et en Europe en 1840, entre 1840, et 1920. Alors, comme d'habitude, mes chers auditeurs, fermez les yeux. Imaginez-vous au siècle dernier, que dis-je, 2 siècles avant nous, en 1848, aux États-Unis. Plus précisément, nous nous trouvons dans une petite ferme, à Hydesville, près de la ville de Rochester, dans l'État de New York. Cette ferme n'est pas ordinaire, car elle a la réputation d'être hantée. Malgré cette vilaine rumeur, un pasteur et sa femme, Monsieur et Madame Fox, ainsi que leurs 3 filles, Léa, Margaret ou Maggie et Kate, vivent dans ce lieu bien modeste. Au moment des événements, début 1848, les 2 dernières filles des Fox, qui sont encore des enfants et âgées de 12 et 14 ans. Tout commence par des coups qui retentissent dans la maison. Des bruits, des coups persistants provenant des chambres et de la cave. Aux coups succédèrent d'autres manifestations. Les meubles de la maison, de la chambre, des fillettes se déplaçaient. Les enfants se plaignaient également d'être touchés par des mains glacées la nuit. Toute la famille était effrayée. Quelle cause attribuer au déplacement de ces meubles, si lourds que seuls plusieurs hommes auraient pu les bouger? C'est alors que Kate, âgée de 10 ans seulement au moment des fêtes, plus hardie que les autres, eut une idée. Elle claqua des doigts en disant « Monsieur Splitfoot, faites comme moi !» Et à la stupéfaction de tous, le même nombre de coups retentit. Mrs. Fox décida d'entamer un dialogue avec cette chose, ou force à laquelle elle ne pouvait donner de nom. Elle posa des questions sur l'âge de ses filles, le nombre de ses enfants, et les réponses étaient exactes. Les questions se succédèrent alors. Êtes-vous un homme? Pas de réponse. Êtes-vous un esprit? Et là, une réponse. Les Fox invitèrent les voisins à participer à ces étranges dialogues. Questions et réponses se succédaient au cours de séances qui duraient fort longtemps. Au fil des jours, on perfectionna la technique des contacts. Isaac Post eut l'idée de réciter des lettres de l'alphabet en demandant à l'esprit de désigner d'un coup au passage celles qui pouvaient former les mots de sa réponse. L'entité alors déclara se nommer Charles B. Rosma. Que durant sa vie, il avait été colporteur et qu'il avait été assassiné dans cette maison et que son corps avait été enterré dans la cave d'où provenaient les coups. Une histoire bien étrange s'il en est. Une histoire qui a donné naissance à un véritable phénomène de société. Moins de 6 ans après, en 1852, l'engouement pour le spiritisme, parce que le spiritisme était né, atteint son comble aux États-Unis. 3 millions d'adeptes, d'innombrables médiums, ainsi que de nombreuses revues spécialisées. Le mouvement gagne l'Europe et parmi les adeptes se trouvent des personnalités telles que Victor Hugo, Arthur Conan Doyle, ainsi que de nombreux savants et intellectuels. Et dans la bonne société, il était tendance de se retrouver autour d'une table pour parler avec les défunts. George Sand, Alexandre Dumas, Léon Denis et Camille Flammarion et bien d'autres encore. Des séances de spiritisme étaient organisées même chez la reine Victoria et l'empereur Napoléon III. Alors Dominique, qui étaient les Fox? Alors c'était une famille, comme je vous dis, donc un pasteur qui n'était pas forcément d'une piété à soulever des montagnes, et qui avait 3 filles. 3 filles qui ont une grande différence d'âge. Alors je crois que c'est très important du point de vue psychologique. Et il y en a une qui est la sœur aînée, mais qui est presque une seconde mère, qui s'appelle Léa, qui est née en 1814,
Il y a Kate, née en 1836, et Margaret, née en 1833. Ce qui fait 20 ans de différence à peu près. Voilà, voilà. Ce qui fait une différence de 20 ans. Alors, les filles cadettes, donc, ont 12 et 15 ans lorsque leur famille s'installe dans ce cottage en 1847. Ce sont des gamines comme les autres, elles sont surveillées par leurs parents et puis elles s'ennuient un petit peu dans cet univers calfeutré et un petit peu limité. Tout à coup, elles apprennent par des voisines que la maison dans laquelle elles viennent de s'installer a la réputation d'être hantée. Alors c'est très intéressant de noter ce fait, surtout si peut-être un jour nous devons parler ensemble des maisons hantées. Ce qui est arrivé n'est pas arrivé dans un lieu indifférent. C'est arrivé dans une maison qui est déjà chargée d'une réputation inquiétante, celle d'être hantée. Il est probable d'ailleurs que le pasteur Fox, qui était un peu radin, a acheté spécifiquement cette maison parce que vous savez que les maisons hantées, on les vendait moins cher. Oui, 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 oui. Bien entendu, parce que personne ne veut les acheter, c'est trop dangereux. En tout cas, le mystère qui excite la curiosité de tous fascine également ces deux enfants, les inquiète et les fascine à la fois sans doute, mais vous savez, il n'y a rien de plus fascinant que ce qui inquiète, ce qui fait un peu peur, on aime avoir peur. Et voilà qu'une nuit d'orage, elle croit entendre des craquements suspects entre deux coups de tonnerre. Elle frissonne alors d'une crainte délicieuse. J'aime bien cette expression parce que c'est exactement ça. Elles sont à la fois fascinées et en même temps elles ont tout de même un peu peur. Et elles deviennent comme folles. C'est quelque chose qui leur arrive, qui les étonne totalement. Vous avez raconté vous-même l'ensemble des phénomènes qui se sont manifestés. C'est par exemple ces meubles qui se déplaçaient et qui étaient très très lourds à porter. Il n'y a aucune explication vraiment rationnelle. Oui, il y avait bien quelque chose qui avait... Il y avait quelque chose, indéniablement, quelle que soit l'explication que l'on donne. On ne peut pas dire, par exemple, qu'elles ont poussé des objets. Vous savez, quelquefois, lorsque les jeunes s'amusent à Ouija, à faire du spiritisme ou autre, on se dit, mais ils ont poussé eux-mêmes. Ou lorsque on fait tourner des tables, on dit parfois que sans s'en rendre compte, on doit émettre des secousses et faire bouger la table. Mais là, manifestement, ce n'est pas de la même nature, étant donné l'ampleur des objets en question. C'était les deux petites. On est face à un phénomène indéniable. C'était les deux petites qui entendaient ou les trois? Les petites, c'était les petites. Les petites. Oui. C'est elles qui entendent, mais évidemment, la grande va prendre ça en main d'une certaine façon. On en expliquera comment un peu plus tard. Alors, très vite, elle parle, évidemment. Ça suscite un engouement considérable et elles entrent en communication avec un personnage qui se manifeste, comme vous l'avez dit, un certain monsieur Pied Fourchu. Alors, il y a un test qui est fait pour savoir s'il parle ou non, s'il dit des choses sensées, si ce qu'il raconte est cohérent et correspond à la réalité. On lui pose la question, mais combien d'enfants a la mère Fox, donc la maman des trois filles? En fait, elle a eu 7 enfants, dont un enfant est mort en bas âge. Alors, il répond 7. Et c'est le grand étonnement. On dit, oui, bien sûr, 7. Il sait comment il sait-il qu'il y a 7. Et il tape, quand on lui demande, mais enfin, ce 7e enfant, il tape d'un coup particulier, manifestant par là que cet enfant est mort de façon mystérieuse et est mort prématurément. Comment se faisait le dialogue? C'était frappé dans les mains ou c'était sur un guéridon ou c'était une table déjà tournante? Ah oui, c'est une table, c'est un objet, c'est par coup. Alors évidemment, ça limitait considérablement l'échange. Il y a l'idée, on va perfectionner bien sûr la technique des contacts. Comme vous l'avez dit, on récitait les lettres de l'alphabet et au moment où la lettre qui était souhaitée a été prononcée, on entendait un coup. Et on formait les mots. Voilà, et on pouvait ainsi former les mots. Marquez, vous avez parlé tout à l'heure de Victor Hugo, qui faisait la même chose. D'ailleurs, il devait le faire avec beaucoup de patience, puisque vous savez que Victor Hugo a rapporté des messages qui lui auraient été délivrés, qui sont d'ailleurs en vers. Alors, pour revenir à nos sœurs Fox,
vous pouvez imaginer, évidemment, l'événement tout de suite s'est divulgué, les langues se sont déliées, tout le monde a raconté, c'était l'événement le plus formidable qui puisse arriver, d'autant plus que ce cottage était déjà observé par les voisins, les voisinages. Donc, Pied Fourchu va obtenir très vite, si on peut dire, un tel succès, que tout le quartier arrive, puis toute la région, pour participer à ces séances occultes des deux fillettes. Ça va leur tourner la tête. Elles sont probablement trop jeunes et trop immatures pour pouvoir bien gérer ce succès inattendu et rapide. Les gens venaient et posaient des questions sur... Bien sûr, elles voulaient assister et poser des questions. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les questions qui étaient obtenues, les réponses qui étaient obtenues, étaient en général exactes. C'est d'ailleurs, si on parle du spiritisme, l'un des points les plus frappants, les plus saisissants, c'est lorsqu'on pose des questions où il ne peut pas y avoir de connaissance de la réponse par le médium ou par les personnes qui sont là. Et en général, l'esprit donne des réponses qui sont exactes. Les gens en profitaient pour poser des questions sur leur propre défunt, c'est ça? Bien entendu, il y a toute la curiosité, mais on entrait au départ uniquement en contact avec Pied Fourchu. Par la suite, d'autres esprits vont également se manifester. Mais au départ, c'est uniquement ce Pied Fourchu qui est un personnage assez mystérieux. Et on peut... qui était en fait Pied Fourchu? Parce que c'est un nom très particulier. Pied Fourchu, c'est le diable. C'est un nom, effectivement. Alors on peut penser que c'est le diable. En tout cas, on lui a demandé qui il était. Et il a fait référence à un homme qui avait été assassiné et enterré dans la cave, colporteur de son état, qui était donc mort d'une mort violente. Souvent, ce genre de phénomène serait relié comme le phénomène de la Dame Blanche, vous savez, c'est ces femmes qui tentent d'entraîner dans la mort des gens. C'est lié à des morts tragiques. Au fond, ce sont on pourrait dire des revenants, ou plutôt des gens qui n'ont jamais quitté la terre, d'une certaine façon, parce qu'ils sont morts alors que c'était pas le bon moment. Il y a eu des fouilles, je crois, qui ont été faites pour savoir si c'était vrai. Alors les fouilles, il y a eu plusieurs fouilles. Il y a eu des fouilles au début, et puis surtout des fouilles beaucoup plus tard, en 1904, donc c'est plus de 50 ans après. Et là, on a trouvé un squelette de l'homme censé avoir causé les coups, et qui effectivement avait une petite mallette de colporteur. Or, Pied Fourchu fait clairement référence à l'identité d'un personnage dont il donne d'ailleurs le nom, et qui était colporteur de son état et qui a été assassiné. Mais on est sûr de cela ou ça a été relaté? Oui, la découverte des ossements corrobore totalement ce qui avait été dit par Pied Fourchu. Alors ça, c'est évidemment c'est indéniable, hein. Il y a eu beaucoup de témoins, ce n'est pas du tout une imagination collective. C'est indéniable, ça a été... Et il n'y a pas, il n'y a pas possibilité de tromperie ou de manipulation. Alors, évidemment, on peut toujours dire que c'est une coïncidence, certains, tout de même. Mais c'est tout de même troublant. Alors l'entité, d'ailleurs, avait donné le nom Charles B. Rosma. Vous savez, pour donner le nom, c'est la technique que je vous ai expliquée tout à l'heure. C'est-à-dire, on faisait défiler les lettres de l'alphabet et on entendait un coup au moment où c'était la bonne lettre. Mais on n'a pas pu, bien sûr, établir une relation réelle entre ce Rosma et le squelette. Le squelette. Non, mais enfin c'est très troublant. C'est troublant. Parce que d'abord il n'y a pas un squelette partout. Là il y a la datation quand même du squelette. Vous savez, c'est vraiment très difficile de dater exactement, mais en 1904, ça fait quand même plus de 50 ans après. Donc, on a pu voir que c'était un squelette qui était là depuis assez longtemps, mais pas trop non plus. C'est pas un squelette qui remonte au 18e, au 17e siècle, hein. Et c'est surtout le fait qu'on ait trouvé avec lui cette mallette du colporteur. Ah oui, alors qu'il disait qu'il était colporteur. Présenté comme colporteur, oui. Tout à fait. Présenté comme colporteur, donc ça, c'est une confirmation. Encore une fois, c'est pas une preuve au sens le plus rigoureux du terme, mais enfin, c'est tout de même assez troublant. Oui, c'est très troublant. Alors, je dirais que cet engouement, enfin, je dirais ce succès, bien sûr, de ces séances, s'est propagé. Et la vie des Fox en a été complètement transformée. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, bien entendu. Alors, peu de temps après, ils ont fini par quitter le cottage. Le mouvement, ça c'est comme lorsqu'il y avait des apparitions, quand vous avez des apparitions de la Vierge, par exemple, pensez à ce qui s'est passé à Lourdes, ça se passera un peu plus tard, en 1858, eh bien, naturellement, très vite, ça fait tache d'huile. En quelques jours, là, une nouvelle se propage et les gens arrivent. Donc, c'est très rapidement qu'il y a une déstabilisation complète pour cette famille, un succès inattendu, comme je vous l'ai dit, mais qui va faire partir la famille Fox. Alors, parce qu'elle est encensée par les uns qui ont dit c'est merveilleux, quelle chance, mais aussi jalousée par d'autres, méprisée ou moquée. Donc, la situation de la n'était pas si facile pour la famille Fox. On dit qu'ils ont été chassés de leur cottage. Alors, ils n'ont pas été chassés, ils ont quitté le cottage, mais ils l'ont quitté probablement parce qu'ils sentaient la pression et l'hostilité d'un nombre croissant de compatriotes, ça certainement. Il faut savoir que dès 1849, s'est tenue à Rochester, donc qui est la ville la plus proche, une séance publique de spiritisme qui va lancer le mouvement. Donc la date est importante, 14 novembre 1849. Donc vous voyez, ça fait très peu de temps après les manifestations de Monsieur Pied Fourchu. Et dès ce moment, il y a un succès considérable. La presse va s'en emparer. Évidemment, c'est un sujet à sensation. On a toujours aimé les sujets à sensation. Et les gens sont également fascinés par ce mouvement tout à l'heure, on pourra dire l'importance, par exemple, de l'engagement des Quakers dans la cause spiritualiste. Alors au début on l'appelle spiritualiste, aujourd'hui il faut éviter le terme parce que spiritualisme c'est une doctrine philosophique qui distingue l'esprit de la matière, si vous voulez. Donc en français aujourd'hui on évite de parler de spiritualisme, on parlerait plutôt de spiritisme. Mais c'est vrai que le premier terme employé c'était spiritualisme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont managées, si vous voulez, les deux sœurs cadettes sont managées par cette sœur aînée qui est très avisée sur le plan commercial, de sorte qu'il y a tout de suite une rumeur affirmant qu'au fond, elle avait conçu ce stratagème, qu'il s'agissait d'une invention de la sœur aînée qui a joué de la crédulité des deux sœurs cadettes pour les persuadant qu'elles avaient été entrées en contact avec des esprits et qu'ainsi se serait servi au fond de ces deux sœurs cadettes pour faire fortune. Vous n'oubliez pas, il y a un film très célèbre de Sacha Guitry qui s'appelle La Poison. Et au début de ce film, on voit des villageois qui se réunissent et qui disent mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour faire connaître notre village et pour faire fortune. Et quelqu'un a une idée, on pourrait dire qu'une personne a des visions. Donc ce n'est pas une hypothèse entièrement absurde, entièrement insensée, sauf que par la suite, la découverte de ce squelette est évidemment très troublante. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une manifestation, d'une réunion à Rochester. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion? Qui a fondé le spiritisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a des témoignages? Alors, je n'ai pas, moi, directement de témoignages de ce qui s'est passé, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu donc cette réunion, et où on est entré, en tout cas les deux sœurs sont entrées en contact avec Monsieur Pied Fourchu. Par la suite, entrer en contact avec d'autres esprits. Monsieur Pied Fourchu ne suffit certainement plus à mobiliser les foules, et d'autres médiums vont également rejoindre les deux sœurs lors des réunions publiques. Alors, donc la mode est lancée très vite, si vous voulez, de sorte que Margaret et Kate vont ensuite voyager au sein des États-Unis, puis au Canada. Elles vont également se rendre en Grande-Bretagne, qui est un pays où elles vont trouver des oreilles très attentives. Les Anglais vont être vraiment séduits par ce nouveau mouvement spirit. Vous avez parlé tout à l'heure d'Arthur Conan Doyle, qui est le père bien connu, le créateur bien connu de Sherlock Holmes, qui effectivement croyait dur comme fer au spiritisme et a même écrit un mémoire pour défendre la vérité du spiritisme. Donc très vite, elles auront énormément de succès. Ces séances sont payantes. Elles entrent en transe, si vous voulez, et les phénomènes sont difficilement contestables.
incontestable, encore une fois, quelle que soit l'explication qu'on donne. Elle délivre des messages. Alors, il faudrait savoir en détail ce qu'elle disait. On leur posait quelquefois des questions, encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, à laquelle, manifestement, elle n'aurait pas pu répondre par les seules lumières de leur connaissance ou de leur intuition. Et des questions qui ne relèvent pas simplement de l'effet Barnum. Vous savez ce qu'est l'effet Barnum? C'est qu'au fond, vous répondez quelque chose qui a beaucoup de chances de tomber juste. Parfois, une diseuse de bonne aventure va vous dire quelque chose, dire, oh, c'est formidable, elle a tapé juste, alors qu'en fait, elle a dit quelque chose qui avait beaucoup de chances de correspondre. Non, non, vraiment, ce sont des réponses détaillées qui sont données. Je crois que c'est très important. Des noms, par exemple. Et là, c'est très troublant lorsqu'un médium donne un nom, si vous voulez, parce que statistiquement, quand vous faites des règles statistiques, vous rendez compte que ça ne peut pas être simplement le hasard. C'est d'ailleurs comme cela qu'aujourd'hui beaucoup d'universitaires aux États-Unis en particulier s'intéressent au paranormal et disent on ne peut pas l'expliquer simplement par le hasard. Parce que avec les lois mathématiques, on sait très bien la chance que vous avez de tomber par hasard, par exemple, sur un prénom. Et cette chance, elle est relativement faible. Donc, si plusieurs fois on donne, par exemple, un prénom qui est exact, c'est tout de même très troublant, parce que la probabilité que ce soit par hasard est infime. Alors, si je comprends bien, donc les deux sœurs Margaret et Kate, managées par leur sœur plus âgée, donc faisaient des réunions publiques et payantes où se réunissaient de très nombreuses personnes, comme un spectacle en quelque sorte. Comme un spectacle, et elles vivent entièrement de leur médiumnité, c'est devenu leur activité. Alors, il y a même un riche banquier new-yorkais qui va s'investir là-dedans, et il y aura des manifestations également visuelles assez troublantes, notamment Kate, à un moment donné, va matérialiser le fantôme de l'épouse de ce riche banquier, va également faire venir Benjamin Franklin, qui est considéré comme une figure tutélaire pour les États-Unis. Évidemment, il est mort à cette époque. C'est très troublant, de sorte que vous avez un chimiste et physicien britannique très connu de cette époque, qui s'appelle William Crookes, qui va étudier ces phénomènes et leur accorder créance, si vous voulez. Manifestement, il y a quelque chose qui n'est pas simplement de l'illusionnisme. Mais tout se passait en public, c'était en public, tout en public, c'était quoi? C'était... Ah oui, bien sûr, parce que les gens venaient comme un spectacle. Hein. Comme au théâtre? Ah, comme au théâtre, mais au théâtre on participe, hein, parce qu'au théâtre, quelquefois, il y a une pièce qui est devant vous, mais vous avisez pas d'intervenir, mais là, il y avait une interaction. D'accord, donc c'était quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc ça s'est fait comme une traînée de poudre. Ça a eu un succès énorme. Ça a duré longtemps. Ça a duré à peu près 30 ans. 30 ans. Donc on peut dire, elles se sont enrichies, les sœurs Fox. Hein. C'est-à-dire en fait, ces séances publiques étaient payantes et elles se sont enrichies. Oui, donc, parce que effectivement, et ça. Quelle que soit d'ailleurs l'hypothèse qu'on émette au sujet du spiritisme, il est indéniable que ces séances étaient épuisantes pour les deux médiums. Donc, effectivement, ça justifiait qu'elles soient rémunérées, qu'on les paye normalement et même très bien. Alors, il semblerait, enfin c'est pas il semblerait, à la fin de leur vie, enfin presque, qu'elles se soient rétractées sur. Tout à fait à la fin, au bout d'une trentaine d'années, oui, elles se sont rétractées. Et elles disent, nous avons fabriqué le premier contact, un peu par jeu, vous savez. Puis les enfants sont souvent affabulateurs, hein, l'affabulation des enfants est très connue. Toute l'histoire ne serait qu'une supercherie. Alors certains esprits forts, ils voient la preuve que le spiritisme de toute façon n'existe pas, et que toute cette histoire, eh bien, c'est à la fois un amusement et une sorte de délire de ces deux sœurs, manipulées en plus par leur sœur aînée, avide de gagner de l'argent. Seulement voilà, vous savez, les rétractations, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est une parole, mais avant elles ont dit le contraire, donc allez savoir quand elles ont dit la vérité. Pourquoi se sont-elles rétractées? On peut imaginer peut-être qu'elles ont été payées, ou tout simplement qu'elles ne supportaient plus ce rôle qui était le leur. Vous savez, quand vous êtes pendant 30 ans obligé de vous produire en public et de laisser parler les esprits à travers vous, je pense qu'il peut y avoir un effet d'exaspération, peut-être de peur aussi.
Elles ne se sont jamais mariées, ni les unes ni les autres? Non, Jamais. et elles sont mortes, ruinées, peu de temps. Elles ont été entières. Leur vie a été, en quelque sorte, phagocytée par Monsieur Pied Fourchu. C'est-à-dire, elles ne faisaient que se représenter. Oui, tout à fait. Mais la sœur aînée était mariée. Surtout être médium. Mhm. Vous voyez, c'est-à-dire le fait le médium est considéré par les spirites comme étant un canal en quelque sorte. Donc, c'est pas comme une activité où on doit préparer en quelque sorte quelque chose, comme un conférencier qui va faire des recherches, structurer son propos. Il faut s'ouvrir à d'autres qui vont parler à travers vous, puisque la médiumité... Alors il y a, à cette époque déjà, on a distingué différents types de médiumité. Il y a des médiumités plus ou moins profondes. Il y a un premier type de médiumité qui est une sorte d'inspiration, c'est-à-dire que le médium se laisse suggérer des choses par une entité, par un esprit. Et puis il y a des formes extrêmes où l'entité vient habiter le corps. La voix du médium peut changer. Tout ce que dit le médium est vraiment, c'est l'entité qui parle entièrement par le médium. Alors tous ces événements ont eu un retentissement considérable puisque... Et puis il y a eu d'autres médiums un peu partout, donc voilà. Au bout d'un certain temps il y en a eu d'autres, mais cette histoire de rétractation d'ailleurs n'a pas eu d'incidence en définitive, on n'a pas pris trop au sérieux la rétractation. Non, le mouvement était lancé. Était lancé avec des personnalités. Vous avez beaucoup d'hommes de lettres, mais de savants aussi. Plus tard, vous aurez Camille Flammarion, par exemple, qui vont s'intéresser à ces phénomènes. Et des séances de spiritisme, vous l'avez dit, étaient organisées à la cour, que ce soit en Angleterre ou en France. Ça prenait une dimension considérable. Et puis il y aura, bien entendu, Allan Kardec qui va donner une forme systématique avec beaucoup de profondeur aussi à ce mouvement. Alors, pour en finir avec l'épisode des sœurs Fox, ce qui est étrange, c'est que elles sont décédées de manière dans un temps très proche. Très âgées en plus. Pas très âgées. Voilà, l'une, Kate, est morte en juillet 1800. Alors, Léa, je ne sais plus la date, je crois qu'elle est morte en 1890, mais elle avait tout de même 76 ans. Kate est morte le 2 juillet, ou en juillet en tout cas, 1892, à l'âge de 56 ans, et Margaret en mars 1893, à 59 ans. Totalement ruinée et on peut dire psychologiquement démolie. Je crois que ce dernier aspect est important, comme si finalement ces 30 ans de spiritisme, qui d'abord leur avaient porté chance, avaient fini par se retourner contre elles et les avaient totalement épuisées, vidées de leur substance d'une certaine façon. Donc en fait, le mouvement est né avec l'éclosion, je dirais, de nombreux médiums qui faisaient eux-mêmes des séances, les médias qui s'en sont mêlés. Parmi les médiums, il y avait énormément de supercheries, c'est-à-dire qu'il y avait, vous savez, vous l'avez compris dans ce que je vous raconte, je prends très au sérieux au fond cet épisode des sœurs Fox, mais il va de soi que beaucoup de gens se sont prétendus médiums et c'était de la supercherie. Il paraît qu'un jour on a vu quelqu'un, c'était dans l'obscurité, on a rallumé la lumière, on a vu que la personne agitait son pied, prétendait que c'était un fantôme qui était là, donc son pied, donc il y avait des choses qui relevaient de la pure supercherie et souvent assez grossière. Bon, il n'empêche, encore une fois, je crois que ce qui est arrivé aux sœurs Fox est quelque chose tout de même de troublant. Il faut savoir qu'à cette époque, les Quakers, alors les Quakers, c'est amusant, ont été fondés précisément par un certain George Fox, qui à mon avis n'a rien à faire avec la famille Fox, c'est simplement un homonyme, en 1652. Alors, l'idée première des Quakers, qui sont donc très austères, c'est cependant le refus de toute hiérarchie. C'est-à-dire que Dieu, ou en tout cas le monde spirituel, peut communiquer avec les humains et avec chacun. Il n'y a pas besoin d'être un pasteur ou encore moins d'être un évêque pour être canal de la grâce et de la parole de Dieu. Donc, très vite, les Quakers ont pris au sérieux ces messages et le fait que des êtres humains prétendent parler au nom d'esprits ou laisser parler des esprits qui sont en eux.
Isaac Post, dont on a parlé tout à l'heure, qui a joué un grand rôle puisqu'il a été l'un des premiers à simplifier la technique. Qui était un ami des Fox. Qui était un ami des Fox, tout à fait, était lui-même un Quakers. C'est ce qu'on appelle le spiritual telegraph, c'est le télégraphe spirituel. Bon, à cette époque, le vrai télégraphe a été fondé également, et donc on a qualifié de spiritual telegraph ce mode de communication qui est repris un peu par le Ouija ou d'autres techniques, ou la technique du verre que pratiquent souvent nos étudiants et nos jeunes, qui consiste à faire passer un verre retourné tout près de l'être pour qu'il se dirige vers les lettres. Alors c'est encore plus rapide, si vous voulez, que la technique d'Isaac Post, puisque le verre va spontanément vers la lettre. Quel a été le rôle de l'Église à l'époque? Alors l'Église, vous savez, on est quand même aux États-Unis, donc il faudrait plutôt parler des églises. Alors les Quakers ont un rôle protecteur, d'abord pour les Fox. Vous savez, c'est George Willett qui a protégé de la population de Rochester à un moment donné la famille Fox, parce que la population de Rochester craignait une infestation satanique. Pensait qu'au fond le spiritisme était diabolique. L'Église catholique, qui n'est minoritaire à cette époque aux États-Unis, va un peu, parce qu'évidemment ça va se diffuser dans le monde entier, en France aussi, donc où l'Église catholique et la religion représentent la confession majoritaire à l'époque, va également dénoncer cela comme superstition et péché, naturellement. Donc mais vous savez, il suffit de condamner quelque chose pour rendre la chose intéressante. Et puis beaucoup de catholiques vont mettre un peu entre parenthèses leur propre fidélité, obéissance, disons, à l'Église, lorsqu'il s'agit de pratiques de ce genre. Mais il n'y a pas eu aussi une manifestation de l'État par des tribunaux, il me semble, qui jugeaient les gens? Il n'y a pas eu quelque chose comme cela? Il y a eu aussi, bien sûr, des condamnations par l'État, c'est vrai, mais vous savez, les chefs d'État étaient eux-mêmes fascinés. Hein. On a parlé de la reine Victoria a été fascinée, Napoléon III a été fasciné. Donc, en définitive, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Mais j'aimerais bien évoquer à cet égard le rôle de celui qu'on appelle Allan Kardec, ou plutôt qui a choisi de s'appeler Allan Kardec. C'était pas son vrai nom à l'origine. C'est un certain Hippolyte Rivail, qui est né à Lyon en 1804 et qui va rencontrer le spiritisme alors qu'il a 48 ans. Donc là, nous sommes en Europe, nous sommes en France. Oui, nous sommes en France, mais c'est exactement la même époque actuelle. C'est un ancien instituteur, professeur, c'est un intellectuel, Hippolyte Rivail, donc alors que les sœurs Fox n'étaient pas du tout. C'est-à-dire qu'il va en quelque sorte systématiser ses expériences du spiritisme et les intégrer dans une vision religieuse et spirituelle du monde qui est celle de l'incarnation. C'est-à-dire qu'en définitive, les esprits viennent dans un corps au moment de la naissance, puis repartent ensuite, après la mort, attendant une nouvelle incarnation ailleurs, et que pendant toute la période finalement où ces esprits attendent, se préparent à une autre incarnation dans un autre corps ailleurs, mais ces esprits, on peut entrer en communication avec eux. C'est évidemment paradoxal que tout ça survienne au XIXe siècle, parce que le XIXe siècle, c'est, vous savez, Ernest Renan qui écrira L'avenir de la science, qui sera publié plus tardivement, parce qu'il le publiera de façon posthume, je crois, ou tardivement en tout cas, mais ce qui est révélateur d'une mentalité qu'on peut appeler scientiste, de dire il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de miracle, et pourtant à la même époque, au même 19e siècle, fleurissent les manifestations spirites, les esprits, comme d'ailleurs les apparitions en général, y compris au sein du catholicisme. Vous avez les apparitions de la Vierge, je pensais Lourdes, La Salette. Donc le 19e siècle, c'est un siècle paradoxal, c'est à la fois un siècle très rationaliste et en fait un siècle où le paranormal éclate d'une certaine façon un peu partout. Et la communication avec les défunts aussi s'explique peut-être, enfin cet engouement par tout un contexte socio-culturel et notamment par ces millions de morts pendant la guerre de 14-18 qui a laissé le champ à des... C'est plus tard, c'est un peu plus tard, oui. Si vous voulez. En fait, au 19e siècle,
Bon, il y a des problèmes personnels. Victor Hugo qui avait perdu un être cher, qui pensait entrer en communication. C'est une façon aussi, quelquefois, peut-être de ne pas faire le deuil. Alors ça, c'est une explication psychologique qu'on peut donner. Est-ce qu'éventuellement, nous ne retenons pas les défunts parce que nous n'acceptons pas qu'ils nous quittent? Mais je crois que si on prend, par exemple, la trajectoire d'Hippolyte Rivail, on exclut toute manipulation, toute escroquerie, également tout délire, parce que c'était certainement pas... Vous voyez, quand vous voyez le portrait d'Hippolyte Rivail, vous voyez un homme solide, équilibré, qui a les pieds par terre, c'était pas du tout un illuminé, un exalté. Et il a été troublé au début, quand ces manifestations survenaient, auxquelles il assistait, c'est ses amis qui l'ont conduit finalement à découvrir ça. Au début, il venait un peu par curiosité et même avec des réticences. Il disait, encore une fois, c'est un intellectuel. Il disait, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est sûrement une astuce, la prestidigitation ou une imposture. Et puis, il a été témoin donc du phénomène des fameuses tables tournantes, dans des conditions telles qu'aucun doute n'était permis. Donc, si vous voulez, pour ce qui peut étonner peut-être nos auditeurs, mais pour Hippolyte Rivail, qui va devenir Allan Kardec, parce qu'Allan Kardec, c'est le nom d'une de ses anciennes incarnations précédentes, il lui a été révélé que longtemps auparavant, dans les Gaules, il était druide et qu'il s'appelait Allan Kardec. Bon, c'est pour ça qu'il a pris ce nom d'Allan Kardec. Eh bien, il en est venu à cette conviction qu'il s'agit d'une connaissance d'ordre scientifique. Vous savez, on disait quelquefois, il faut y croire. Et Allan Kardec s'insurgeait, il disait, mais pas du tout. Il ne s'agit pas d'y croire. C'est quelque chose de l'ordre scientifique. Alors ça peut choquer ou étonner ce que je suis en train de dire. Mais pour lui, ce sont des phénomènes observables, encore une fois, comme on observe d'autres phénomènes dans les laboratoires, et tout aussi fondés, tout aussi réels, qui ne relèvent pas de l'imagination collective. Alors, lors d'une séance, par exemple, il a rencontré un esprit nommé Zéphyr. C'est très beau comme nom. C'est le nom d'un vent, mais qui s'est aussi présenté comme son ange gardien, comme son protecteur. Et il a créé des relations cordiales avec de très nombreux esprits. Saint Jean l'Évangéliste, Saint Augustin, Saint Vincent de Paul, Socrate, Platon. Alors certains diront il avait beaucoup d'imagination, c'est une explication possible, mais ce qui est quand même très troublant, c'est les informations qu'il recevait. Alors il y a d'autres explications possibles que le fait de dire c'est un esprit. On pourra en parler tout à l'heure. Il est certain que la science contemporaine nous montre un univers à plusieurs dimensions, et donc tout ce que nous connaissons du monde, en définitive, n'est qu'une partie de cette réalité. Et le temps même, tel que nous le connaissons, le présent, eh bien, est peut-être, dans une certaine mesure, une illusion. Ce n'est qu'un aspect de la réalité. Le temps lui-même n'est pas si vrai que cela. Et d'une certaine façon, ce qui a été est encore là, et ce qui sera est déjà là. Alors, ce sont quand même des événements bien étranges et oui. Bien étranges. Et après Allan Kardec, le spiritisme, je dirais, s'est éteint ou a été... pas du tout. Ça a continué avec Delane, avec d'autres, avec certains de ses disciples. Les Maris aussi, le nom est connu, mais d'ailleurs encore toujours la famille Les Maris tient encore une bibliothèque rue Saint-Jacques à Paris. Donc c'est resté évidemment Kardec a écrit, alors sous inspiration, le fameux livre des esprits. Alors c'est sous forme de questions-réponses. Ce sont ces grandes discussions avec les grands esprits. On y révèle qu'il y a une hiérarchie en quelque sorte dans les esprits, avec un esprit protecteur, il y a l'esprit sympathique, il y a l'esprit familier. Kardec avait lancé la revue Spirit. Donc il a théorisé une sorte de doctrine. Ces esprits existent réellement et entrent en communication avec nous. Camille Flammarion a étudié ça de façon scientifique, le docteur Richet. Bergson, le grand philosophe Henri Bergson, était fasciné par le spiritisme. Et même Victorien Sardou, vous savez,
l'auteur dramatique. On dit même que Victorien Sardou, il est mort en prenant froid, il était à une commémoration, et on a dit qu'il espérait à cette commémoration rencontrer le défunt, qu'il n'aurait pas rencontré, en tout cas il a pris froid, puisque la commémoration était dehors, et il en est mort. Mais beaucoup d'esprits ont été frappés par cette... d'esprits, c'est le cas de le dire, mais beaucoup de personnes ont été convaincus, profondément convaincus, de l'existence réelle des esprits et de la possibilité de communiquer avec eux, précisément parce que les messages qui étaient délivrés, alors encore une fois ça ne prouve rien bien sûr, mais les messages qui étaient délivrés ne pouvaient pas être connus par le médium. Et ce mouvement de spiritisme, on est où aujourd'hui? Ça existe encore en France? Ah, ça existe toujours, en France peut-être un peu moins, mais ça existe toujours. Et puis il y a surtout le spiritisme sauvage. Alors là, on peut se poser quand même un certain nombre de questions. Beaucoup de jeunes, on dit 2/3, j'en sais rien, c'est peut-être difficile de les comptabiliser, mais il y a un très grand nombre de jeunes qui, une fois ou l'autre, dans leur vie, s'exercent à faire du spiritisme. Alors il y a le Ouija, il y a le verre qu'on déplace, ce sont des pratiques un peu sauvages et incontrôlées, qui ne sont peut-être pas sans danger, à la fois des psychologues, mais aussi des auteurs spirituels, mettent en garde contre la pratique du spiritisme un peu inconsidéré ou par défi, parce qu'on provoque par exemple un esprit en disant eh ben c'était là, manifeste-toi, ou parce qu'il y a sans doute une peur et des fragilités de la part de la personne qui invoque l'esprit, par laquelle des choses peut-être négatives vont se manifester, ou peut-être des entités peu sympathiques, car on sait très bien que l'inventaire du monde spirituel, c'est comme si vous faites l'inventaire finalement du monde physique dans lequel on vit, de toutes les personnes qui forment l'humanité. Vous avez des gens sympathiques, puis vous en avez qui ne le sont pas. Donc il y a peut-être le risque de s'attirer des présences indésirables, en tout cas si l'on croit à la réalité des esprits. Alors si je comprends bien, Dominique, l'épisode des Sœurs Fox en 1848 aux États-Unis a donné naissance à tout cela et au mouvement spirit, où c'est à peu près en même temps. Est-ce que c'est une cause par rapport au niveau de Kardec, ou est-ce que c'est à peu près en même temps? Est-ce que ça précède Kardec? Kardec a découvert, si vous voulez, ce monde spirituel alors qu'il avait 50 ans ou presque. Donc c'est après les Sœurs Fox. Vraiment, l'épisode des Sœurs Fox a été le détonateur. Ça a été le détonateur. Ah oui, ça a été le détonateur. Bien sûr, on parlait auparavant de maisons hantées, on parlait de fantômes, mais c'est véritablement qu'il y a cette communication, c'est-à-dire ces esprits qui se manifestent, qui communiquent et auxquels on peut poser des questions, qu'on peut appeler aussi, qu'on peut invoquer. Et je dirais que ça me fait penser à une émission précédente. Nous avons parlé de Madame Simonet et de la communication avec les défunts. On est tout à fait dans cela. On parle pas de spiritisme, mais on est dans cette communication. Ou Rémi Chauvin, la communication transinstrumentale, vous voyez? Tout à fait. Dès qu'il y a c'est un dérivatif. Bien entendu. C'est-à-dire qu'évidemment, si on suppose, et ça c'est une considération un peu philosophique, si on suppose qu'il existe un monde spirituel, d'ailleurs les religions le supposent, l'islam même en parle, le catholicisme, vous savez, le credo que les catholiques chantent le dimanche, dit bien qu'on croit dans le monde visible et invisible, c'est-à-dire qu'il y a un monde, il y a un certain nombre d'esprits qui existent, qui se trouvent dans le monde. Bon, eh bien, si on suppose que ce monde existe, est-ce qu'il est tellement étonnant que finalement, à un certain moment, nous puissions entrer en contact avec ce monde? Tout à fait. Peut-être pas. Et puis il y a évidemment le sort des défunts. Si l'on croit que tout ne se dissipe pas, ne se disperse pas, ne retombe pas en poussière après la mort, où se trouvent nos défunts? Alors il y a la thèse de plusieurs vies successives ou de la réincarnation, où il y a aussi, alors dans une perspective peut-être plus chrétienne, ce qu'on appelait autrefois l'état de l'âme séparée. Ça a été théorisé par les théologiens au Moyen-Âge, l'état de l'âme séparée. C'est-à-dire une fois que l'âme a quitté le corps, elle se trouve quelque part. Est-ce qu'on peut entrer en contact ou non avec cette âme séparée qui entretient quand même un lien
avec ce qui fut son ancien corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vénère des reliques dans le christianisme, dans le catholicisme en particulier. Bon. Donc il y a un lien entre ces défunts qui ne sont plus là et nous. Bien sûr, ils sont invisibles. Ça, personne, ils n'ont plus le corps physique qui était leur corps sur Terre. Mais si l'on croit évidemment en une survie, encore une fois, est-ce que c'est tellement étonnant? Maintenant, elle se pose un problème, je crois, très important. C'est un autre aspect de la question. Vous avez l'aspect objectif des choses, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des esprits effectivement qui peuvent se manifester ou que nous pouvons rencontrer ou que nous pouvons invoquer, et que se passe-t-il d'ailleurs si nous les invoquons? Ça peut être très ennuyeux parce qu'on a quelquefois dit que le malheur des sœurs Fox a été causé par Monsieur Pied Fourchu, c'est-à-dire encore une fois, on l'appelle le diable ou d'une autre façon, une entité n'est pas forcément bienveillante. Alors, quand on reprend l'épisode des sœurs Fox, compte tenu de tout ce qui s'est passé, des meubles très lourds qui étaient agités, qui se déplaçaient, je dirais des manifestations, j'allais dire des incorporations et autres, hein, en aucun cas, je pense qu'on puisse dire qu'il y avait charlatanerie. Aucun. Il y a pas du tout de charlatanerie. Il y a beaucoup trop de témoins. Il y a beaucoup trop de témoins. Il y avait quelque chose d'étrange, quand même. Il y avait quelque chose au départ. Quelque chose de tout à fait étrange au départ, oui. Je crois qu'on peut dire ça. Des phénomènes, quand même, Alors, certains peuvent... Vous savez, le paranormal, ce qui caractérise le paranormal, c'est que ça ne s'explique pas avec l'état actuel de nos connaissances. Mais vous n'êtes pas forcément obligé non plus de l'expliquer à partir de la théorie telle qu'elle est formulée habituellement. Vous pouvez dire que nous pourrions émaner des forces de nous-mêmes, qu'au fond, on ne connaît pas toute la puissance du psychisme humain, que c'est pas des esprits différents, que c'est une projection de notre propre psychologie, mais que nous n'arrivons pas à comprendre comment ça se passe. C'est très... Vous savez, dans le domaine du paranormal, justement, ce qui reste le paranormal, c'est l'impossibilité d'expliquer à partir des connaissances que nous avons, nous, par la science. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plusieurs explications possibles. Ce qui est certain, c'est que donc c'est pas forcément Monsieur Pied Fourchu, c'est peut-être quelque chose qu'elles avaient lu quelque part qui leur a donné cette idée, et elles sont entrées dans une espèce de transe sans que ce soit un être. C'est peut-être d'elles-mêmes qu'a émané en quelque sorte ce phénomène. On n'en sait rien parce qu'on a aussi des connaissances télépathiques. C'est peut-être pas un esprit qui communique au médium des informations, c'est peut-être tout simplement le médium lui-même qui a un don de télépathie et qui peut donc entrer en contact avec ce que pensent d'autres. Donc tout cela est très mystérieux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est, je crois, trop facile et inexact de vouloir réduire le phénomène du spiritisme à n'être qu'une sorte d'exaltation psychologique de quelques allumés ou encore moins d'un trafic ou d'une imposture. Cet épisode rejoint quand même toutes les questions fondamentales qu'on peut se poser. Oui. Qui nous sommes, où nous sommes, d'où venons-nous, où allons-nous, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Enfin, c'est quand même donc s'interroger sur notre monde, la conscience, le pouvoir de la conscience. On en vient toujours au même, en fait. Ce sont des questions, les grandes questions. De se poser. Vous avez parlé de Dieu. Ici, les esprits, c'est pas véritablement Dieu, mais enfin, c'est des êtres spirituels. C'est-à-dire, où va-t-on effectivement? Que devient-on après la mort? Et comment s'accomplir en cette vie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la vie terrestre, que la vie que nous menons ici? Ce sont des questions que l'humanité s'est toujours posées, qu'elle se posera certainement toujours. Et le 19e siècle positiviste, scientiste, rationaliste, c'est-à-dire qui tentait de nier ces phénomènes, eh bien, voit réapparaître, ressurgir des tas de manifestations quand même pour le moins troublantes. Encore une fois, on ne peut pas prouver ce genre de phénomène, on ne peut pas non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, prouver, établir qu'il y a eu véritablement un esprit qui était Monsieur Pied Fourchu, mais il s'est passé quelque chose, on n'en a pas fini de sonder les mystères du monde. Dominique, on va rendre l'antenne parce qu'on arrive à la fin de l'émission.